Le silence du petit matin dans notre appartement du 15e arrondissement de Paris n'avait absolument rien de paisible, c'était un silence lourd. Visqueux, saturé d'une électricité statique qui semblait faire vibrer les murs de cet espace que nous avions pourtant choisi ensemble, il y a 10 ans. Pour y bâtir ce que je croyais être un sanctuaire inébranlable contre les tempêtes du monde extérieur. Éric Moreau rentra juste après l'aube, au moment précis où la lumière grise commençait à lécher les toits de zinc de la capitale. Le cliquetis de ses clés dans la serrure, ce son que j'avais accueilli avec un soulagement amoureux pendant une décennie. Résonnant cette fois comme un verdict définitif dans l'air froid de la cuisine. Il entra avec la désinvolture insultante de celui qui possède non seulement les lieux, mais aussi les consciences et les émotions de ceux qui l'attendent, ses clés heurtant le vide-poche en céramique avec un tintement métallique sec. Un bruit de fin de partie qui résonna dans mon crâne comme un coup de feu. Il retira ses chaussures de cuir avec une lenteur calculée. Les déposa près de la porte avec ce soin maniaque qu'il accordait toujours à ses apparences extérieures. Puis jeta sa veste sur la chaise de l'entrée dans une reproduction parfaite de la chorégraphie ordinaire d'un mari rentrant chez lui après une nuit de labeur imprévu. Sauf que rien, absolument rien dans ce matin-là n'était ordinaire car j'étais assise à la table de la cuisine, transformée en une statue de reproche. Immobile face à une tasse de café dont la vapeur s'était évanouie depuis des heures. Laissant un liquide noir et amer à l'image exacte de mon cœur à cet instant précis de ma vie. Je n'avais pas fermé l'œil de la nuit. Passant chaque minute de cette agonie silencieuse à regarder les aiguilles de l'horloge murale franchir le cap de minuit pour marquer la fin pathétique de mon 35e anniversaire, un jalon de ma vie de femme passée seule dans l'obscurité totale. Sachant exactement au fond de mes entrailles où mon mari se trouvait réellement et choisissant délibérément de ne plus l'imaginer pour ne pas sombrer prématurément dans la folie ou la violence physique. Éric s'immobilisa dans l'encadrement de la porte. Ses yeux rencontrant les miens avec une surprise feinte qui se mua instantanément en une irritation froide. Me regardant comme si j'étais l'architecte malveillant de cette tension insupportable que lui seul avait créée par son absence prolongée et injustifiée. Tu réagis de manière excessive, Camille, lança-t-il d'une voix monocorde. M'attaquant avec cette supériorité morale qu'il maniait comme une arme de destruction massive. Comme si mon insomnie et ma présence à cette table étaient les véritables offenses de la soirée. En l'observant sous la lumière crue et impitoyable du matin qui soulignait chaque ride de fatigue sur son visage. Je remarquai un détail qui resterait gravé en moi comme une cicatrice indélébile, il avait l'air fatigué par les excès de la nuit. Mais il ne semblait absolument pas coupable, aucune urgence ne perçait dans sa voix et aucune honte ne flottait dans ses yeux gris. Juste un agacement de propriétaire dont on vient de perturber la tranquillité dominicale. Il ajouta avec un aplomb terrifiant que Léa n'allait pas bien, qu'elle avait fait une crise de panique sévère. Une de ces tempêtes émotionnelles dont elle avait le secret pour l'enchaîner à lui par la pitié. Et qu'il ne pouvait décemment pas l'ignorer par simple humanité masculine. Devant mon silence de pierre qui semblait l'aspirer comme un trou noir. Il tenta d'adoucir sa voix pour paraître ce mari protecteur et raisonnable que le monde entier admirait. Affirmant qu'elle traversait une période de fragilité extrême après son divorce et qu'elle avait juste besoin d'une épaule solide sur laquelle pleurer. J'ai appelé 6 fois, Éric, dis-je enfin. Ma voix étant si basse et si calme qu'elle sembla le faire reculer d'un pas imperceptible sur le parquet de chêne. J'ai appelé 6 fois sans obtenir le moindre signe de vie, alors que tu savais que c'était mon anniversaire. Que la table était mise depuis 19 heures, et que je t'attendais avec un gâteau qui a fini par s'effondrer sur lui-même. Il haussa simplement les épaules, un geste d'une indifférence si glaciale qu'il gela le peu de chaleur qui restait dans mes veines. Prétendant avec une désinvolture révoltante que son téléphone était resté en mode silencieux dans sa poche de veste et qu'il ne l'avait découvert qu'au petit matin en quittant le chevet de son ami. C'est ce haussement d'épaule, ce petit mouvement de tissu sur sa peau, qui fit tout basculer en moi, car à ce moment précis. Quelque chose ne s'est pas brisé mais s'est brusquement stabilisé. Une clarté nouvelle venant remplacer la brume toxique du doute que je cultivais par peur depuis trop longtemps. J'abaissai mon regard sur ma main gauche où reposait mon alliance, cet anneau d'or fin que j'avais chéri comme le symbole d'un pacte sacré et éternel. Et sans prononcer un seul mot, je la fis glisser de mon doigt, sentant le métal quitter ma peau pour la première fois en une décennie. Avant de la poser avec une lenteur solennelle sur la table entre nous, juste à côté de ma tasse de café froid. Ce geste coupa net la parole à Éric qui resta la bouche ouverte,
me demandant d'un ton brusque ce que je croyais faire avec ce cinéma mélodramatique. Mais je me levai sans lui répondre, sentant pour la première fois depuis des années que mes jambes étaient solides. Ancrée dans une réalité que je ne voulais plus fuir. Je n'avais pas toujours été cette femme effacée, cette ombre qui s'excusait de respirer le même air que lui, avant l'ère Eric. J'étais une femme de tête, une analyste financière respectée dont le rire résonnait avec force dans les brasseries parisiennes. Une femme qui ne demandait jamais la permission d'exister ou de s'exprimer sur des sujets complexes. Mais le mariage avec lui avait été une érosion lente, une disparition à petites touches inoffensives. Commençant par la fois où j'avais tué mes propres désirs pour ne pas contrarier son humeur. Ou la fois où j'avais accepté que mes succès professionnels fassent de l'ombre à son ego fragile de cadre moyen en quête de reconnaissance. J'étais devenue une experte en camouflage émotionnel, lui laissant tous les sas vitaux dont il avait besoin au détriment de mes propres poumons. Car on nous apprend trop souvent que le mariage est fait de compromis. Mais on oublie de préciser que le compromis permanent mène inévitablement à l'extinction totale de l'âme et de la personnalité profonde. J'avais appris à Scanner ses expressions dès qu'il franchissait le seuil. À anticiper ses colères froides et à me faire minuscule pour que notre couple paraisse grandiose aux yeux du monde extérieur. Me mentant à moi-même en appelant cela de la sagesse alors que ce n'était que de la survie psychologique de base. Assise à cette table de cuisine alors que le soleil commençait à frapper les toits de zinc de Paris. Je comprenais enfin que je n'avais pas grandi durant ces 10 ans. J'avais simplement appris l'art de disparaître pour ne pas déranger le mensonge confortable de mon époux. Léa, cet amour de jeunesse qu'il avait réintroduit dans notre vie comme une amie platonique ayant besoin de soutien après une rupture difficile. N'était que le symptôme de ma propre démission face à la réalité flagrante. J'avais accepté ses messages tardifs, son téléphone jalousement retourné sur la table basse à chaque fois que je m'approchais. Et même cette boucle d'oreille en argent trouvée sous le siège passager de sa voiture qu'il avait balayée d'un rire méprisant en me traitant de paranoïaque hystérique en manque d'attention. J'avais préféré croire ces fables plutôt que d'affronter le vide sidéral de ma vie conjugale, mais cet anniversaire fantôme. Ce gâteau intact resté sur le comptoir comme un monument à mon humiliation publique. Avait agi comme un électrochoc salvateur qui réveillait la femme que j'avais été autrefois. Avant de sortir de cet appartement qui m'étouffait, je me rendis dans son bureau, un sanctuaire où je n'entrais jamais sans y être invité. Et je vis son ordinateur rester allumé dans sa hâte de venir se justifier devant moi. Mes doigts bougèrent sur le clavier avec une précision chirurgicale que je ne me connaissais plus. Cherchant avidement les traces de ma propre chute dans une conversation WhatsApp nommée de manière pathétique « Maman ». Un subterfuge digne d'un adolescent pour masquer son infidélité sous des dehors familiaux. Les messages qui s'affichèrent n'avaient absolument rien de maternel, ils étaient une suite ininterrompue de trahisons. De mots doux et de moqueries féroces à mon égard. Eric assurant à sa maîtresse que Camille ne soupçonnait rien, et qu'elle était facile à gérer, tant qu'on lui donnait l'illusion de la stabilité domestique. Je vis des photos d'eux dans des hôtels de charme à des dates où ils me juraient être en séminaire harassant à l'autre bout de la France. Je vis des promesses de futur qui ne m'incluaient jamais. Et je compris avec une horreur glacée que mon mariage n'avait été qu'une façade commode pour financer ses plaisirs secrets avec l'argent de notre ménage commun. Je fermai l'ordinateur avec une douceur terrifiante, ne ressentant ni colère immédiate ni envie de hurler car le dégoût avait tout anesthésié en moi. Et je fis ma valise avec une méthode chirurgicale, ne prenant que l'essentiel, laissant derrière moi les souvenirs. Les photos de mariage et les meubles que nous avions choisis ensemble dans l'illusion du bonheur. Quand Eric me vit sortir de la chambre, sa valise à la main, son visage passa de la colère à l'incrédulité, puis à une panique feinte. Mais je sentis sur sa chemise ce parfum sucré et étranger qui scella définitivement mon départ sans aucun espoir de retour. Passer mon anniversaire avec ton ex n'était pas l'idée que je me faisais du mariage, Eric, et encore moins de l'honnêteté. Lui dis-je avant de franchir le seuil de la porte sans un regard en arrière, emportant avec moi ma dignité que je croyais perdue à jamais. Je me réfugiai dans un petit hôtel discret. Ignorant ses appels incessants et ses messages qui oscillaient désormais entre des excuses larmoyantes et des menaces de ruine financière. Pour ensuite aller me confier à ma mère qui m'accueillit avec des larmes de soulagement. Avouant qu'elle voyait ma lumière s'éteindre depuis trop longtemps et qu'elle craignait pour ma santé mentale. L'étape suivante fut la rencontre avec maître Isabelle Mercier. Une avocate dont la réputation de fermeté n'était plus à faire dans les couloirs du palais de justice.
Et ensemble nous plongeâmes dans les entrailles de nos finances communes pour y découvrir l'ampleur inimaginable du désastre et de la manipulation. Je réalisai avec une stupeur glaciale que non seulement je gagnais 30% de plus que lui grâce à mes primes de performance en tant qu'analyste, mais que l'intégralité de notre patrimoine reposait sur mes économies et mon héritage personnel. Tandis qu'il siphonnait le compte joint pour entretenir son train de vie fastueux avec Léa. Nous découvrîmes des factures de restaurants étoilés, des bijoux coûteux que je n'avais jamais portés. Et même des séjours à Biarritz payés avec l'argent qui devait servir à nos futures vacances en famille. Je dressai un inventaire systématique, un dossier d'accusation de 30 pages qui ne laissait aucune place au doute, transformant ma douleur en une stratégie juridique implacable et froide. Éric tenta de contre-attaquer en me faisant passer pour instable auprès de mon employeur et de nos amis communs. Mais la solidité de mon dossier et le soutien indéfectible de ma hiérarchie mirent fin à ces tentatives désespérées de sabotage. Le jour de l'audience devant le juge aux affaires familiales fut le point d'orgue de ma renaissance, dans cette salle solennelle. Maître Mercier exposa avec une précision d'orfèvre chaque mensonge, chaque virement occulte et chaque message de la conversation « Maman », réduisant au silence les dénégations d'un Éric acculé par ses propres actes. Le juge, face à l'évidence de la mauvaise foi et du détournement de fonds manifestes, prononça un jugement qui fit l'effet d'une déflagration pour Éric. J'obtenais la pleine propriété de notre appartement car j'avais prouvé l'origine des fonds personnels. Et il était condamné à me rembourser chaque euro détourné du patrimoine familial au fil des années. En sortant du tribunal, il m'accusa d'avoir ruiné sa vie et sa réputation. Mais je lui répondis simplement qu'il l'avait ruiné lui-même par sa cupidité et son manque total de loyauté. Et que j'avais simplement cessé d'être sa complice involontaire et silencieuse. 6 mois après cette victoire juridique et personnelle, je me tiens enfin dans mon salon repeint en vert sauge. Une couleur de renouveau que j'ai choisie seule. Entourée de plantes luxuriantes et d'une sérénité que je n'avais jamais connue auparavant dans ma vie d'adulte. Le divorce est finalisé. Éric a disparu de mon quotidien et j'ai appris que Léa l'avait quitté sitôt que l'argent et le parfum du scandale se sont évaporés, me laissant avec une leçon de vie inestimable sur la valeur de soi et l'importance de ne jamais laisser personne éteindre sa propre lumière. L'élaboration de ce dossier de 30 pages fut une immersion brutale dans l'architecture du mensonge. Chaque soir, après mes journées au cabinet d'analyse, je m'enfermais dans mon bureau pour disséquer nos relevés bancaires avec une rigueur chirurgicale que je n'avais jamais appliquée à mes propres comptes. Je découvris que la trahison n'était pas seulement émotionnelle, elle était structurelle. Éric utilisait notre compte joint comme un fonds de roulement pour sa double vie. Je relevais des virements réguliers, dissimulés sous des intitulés génériques tels que « frais professionnels » ou « remboursement mutuel », qui atterrissaient en réalité sur un compte secondaire ouvert à mon insu. Le plus douloureux fut de confronter les dates. Le 14 février dernier. Alors qu'il prétendait être retenu par une réunion de crise tardive et qu'il m'avait envoyé un bouquet de fleurs à coursier en guise de consolation. Le relevé indiquait une note de 450 € dans un restaurant gastronomique du bord de Seine. Le même soir, un retrait d'espèces de 200 € avait été effectué dans un distributeur situé à quelques mètres de l'appartement de Léa. Ces chiffres ne mentaient pas. Il racontait une histoire parallèle où chaque geste d'affection à mon égard n'était qu'une transaction destinée à acheter mon silence et ma confiance. Maître Mercier fut impressionné par la précision de mon tableau Excel. Vous avez fait le travail d'un expert comptable judiciaire, Camille. Avec cela, il ne pourra pas invoquer l'erreur de gestion. C'est un détournement systématique des actifs communautaires. Elle m'expliqua que dans le droit français, bien que l'infidélité ne soit plus un délit pénal, la faute pécuniaire et le préjudice moral qui en découle restent des leviers puissants pour obtenir une prestation compensatoire ou une répartition inégale des biens, surtout quand l'origine des fonds est clairement tracée. La confrontation finale au tribunal fut un moment de vérité suspendu dans le temps. La salle était imprégnée de cette odeur de vieux papier et de cire, typique des palais de justice parisiens. Éric arriva flanqué de son avocat, tentant de maintenir une façade de dignité offensée. Mais dès que Maître Mercier commença à énumérer les preuves, son masque s'effrita. Elle ne se contenta pas de lire les messages de la conversation, « Maman ». Elle projeta sur le mur de la salle les captures d'écran où il se moquait ouvertement de mon « obsession pour le travail », tout en utilisant mon salaire pour payer les week-ends de sa maîtresse.
Le moment le plus intense fut lorsque le juge m'interrogea directement. Pour la première fois, je ne cherchais pas mes mots. Je ne baissais pas les yeux. Je racontais comment, pendant 10 ans, j'avais cru construire un avenir alors que je ne faisais que financer mon propre effacement. Je décrivis la solitude de mon 35e anniversaire non pas comme une plainte, mais comme le symbole d'une rupture de contrat moral. Eric tenta de m'interrompre, invoquant une « fatigue passagère » et une « amitié mal interprétée », mais le juge le fit taire d'un geste sec. La sentence, lorsqu'elle tomba, fut une libération totale. Non seulement l'appartement me revenait, mais le tribunal ordonna une saisie sur ses comptes pour rembourser les sommes détournées, incluant les intérêts. En sortant sur les marches du palais, l'air frais de Paris me parut plus pur que jamais. Eric s'approcha, le visage rouge de colère, me lançant que je l'avais plumé. Je le regardai avec une pitié sincère. Je n'ai fait que reprendre ce qui m'appartenait, Eric. Mon argent, ma maison, et surtout, mon droit à la vérité. Il n'avait plus rien à répondre. Sa silhouette s'éloigna dans la foule de la station Cité, devenant minuscule, insignifiante, avant de disparaître totalement de mon horizon. Une année s'est écoulée depuis que les lourdes portes du palais de justice se sont refermées derrière moi, marquant la fin officielle de 10 ans de simulacre. Aujourd'hui, ma vie ne ressemble plus à une salle d'attente poussiéreuse où je guettais les miettes d'attention d'un homme infidèle. Mon appartement, ce sanctuaire que j'ai sauvé de la rapacité d'Eric, est devenu le miroir de ma propre métamorphose. Le verre sauge des murs, que j'ai choisi avec une délectation presque rebelle, semble respirer avec moi chaque matin. J'ai rempli l'espace de bibliothèques hautes, débordantes d'ouvrages d'art et d'économie que je lis désormais sans entendre de remarques sarcastiques sur mon sérieux excessif. Ma renaissance n'a pas été un feu d'artifice soudain, mais une lente et délicieuse reconquête de mon territoire intérieur. Je me souviens de ce premier dimanche matin où, seul dans mon grand lit, j'ai réalisé avec un frisson de pur bonheur que je n'avais plus à interpréter le silence de l'autre, ni à m'excuser de ma propre existence. J'ai repris la peinture avec une ferveur que je ne me connaissais plus. Mes toiles, autrefois timides et ternes, éclatent désormais de couleurs vives, de contrastes violents, de formes qui s'imposent. Ma mère, en me voyant peindre dans la lumière du salon, m'a dit un jour « Camille, tu ne peins pas seulement des paysages, tu peins ta liberté. » Et elle avait raison. Chaque coup de pinceau est un démenti à ces années d'effacement. Professionnellement, mon ascension a été fulgurante. Libérée du poids mort de la culpabilité que mon mari m'imposait. J'ai retrouvé une clarté d'esprit et une audace qui m'ont valu une promotion au poste de directrice de stratégie financière. Mes collègues ne reconnaissent plus la femme discrète et effacée des années précédentes. Ils voient une leader qui tranche, qui rit, qui n'hésite plus à imposer sa vision. Je gagne désormais ce que je mérite, et cet argent, je ne le surveille plus avec la peur de le voir disparaître dans des comptes occultes. Je l'utilise pour voyager seul, pour découvrir des horizons que je m'interdisais, de l'Islande aux côtes déchiquetées de l'Écosse. Là où l'air est aussi pur que ma nouvelle vie. Quant à Eric, les échos qui me parviennent sont les derniers soubresauts d'un monde qui ne m'appartient plus. J'ai appris par un ancien ami commun qu'il vit désormais dans un petit studio de banlieue. Accablé par les remboursements qu'il me doit et par une solitude qu'il n'avait pas prévue. Léa, comme je m'y attendais, s'est envolée vers une proie plus lucrative dès que le glamour de l'interdit s'est mué en la grisaille du quotidien. Parfois, je croise mon propre reflet dans le miroir du couloir et je souris à cette femme aux yeux brillants, dont les épaules sont enfin droites. Le message « Maman » n'était pas seulement le secret d'une trahison, c'était le déclencheur d'une explosion nécessaire qui a pulvérisé ma cage dorée. Je ne mesure plus le temps en années de mariage, mais en instants de paix authentique. Je sais maintenant que l'amour ne demande jamais de se faire petite pour que l'autre se sente grand. Le silence n'est plus une menace, mais un luxe que je savoure chaque soir, un thé à la main, en regardant les lumières de Paris scintiller. Je me suis choisie, et ce choix est le plus bel engagement que j'ai jamais pris. Ma vie ne fait pas que continuer, elle commence enfin, vibrante, entière, et absolument mienne.